C'est bon, on y va. Bon, eh bien merci à tous d'être venus pour cette inauguration. On est très fiers d'emménager dans nos nouveaux locaux. Je voudrais faire 4 merci aujourd'hui. Merci d'abord aux propriétaires d'avoir accepté de louer à Debout la France. Ces locaux sont parfaitement adaptés à notre mission. D'abord, et là c'est très égoïste, c'est tout près de l'Assemblée nationale, donc ça va gagner beaucoup de temps. Et puis surtout, ils sont parfaitement adaptés à nos besoins. Merci aux artisans de la rénovation. Je voudrais tout spécialement dire à Pascal Robert combien il a été précieux pour être le chef d'orchestre de tout cela. Merci à Mathieu, merci à Marc et merci à Olivier, je ne sais pas s'il est arrivé, qui a jeté un regard attentif comme architecte bénévole à l'ensemble des travaux. Je voudrais remercier aussi les adhérents, les donateurs de Debout la France, parce que notre parti vit du financement public grâce aux résultats des élections législatives, mais cela ne suffit pas. Et on oublie que si on veut faire de la politique proprement, et on l'a toujours fait Debout la France, eh bien il faut des milliers d'adhérents, des milliers de donateurs. Et ce travail indirect qu'ils font, eh bien, il est extraordinaire. Vraiment, je les remercie, ainsi qu'aux associés de la SCI qui est propriétaire de ces locaux. C'est grâce à eux que nous sommes là. Et puis je veux remercier aussi les bénévoles sur les 12 000 adhérents de Debout la France. Malheureusement, les 12 000 ne sont pas bénévoles, parce que sinon ce serait formidable. Mais disons qu'il y en a quand même plusieurs centaines qui, dans tout le pays, tractent, collent, notre représentant des jeunes et puis les quelques membres du bureau national qui sont présents aujourd'hui en étant semaine, mais je les remercie. Il y en a qui viennent de loin, je crois que tu viens de Nice, d'autres de Charente, les vice-présidents, le secrétaire général Frédéric Guyard, la vice-présidente Cécile, vice-présidente Nadine, notre porte-parole, bien sûr, Alexis. Alors, à l'ère du numérique, on pourrait dire on n'a plus besoin de locaux. Eh bien non, on a besoin d'une ruche, on a besoin d'un lieu de présence, on a besoin d'un lieu d'échange. Et pendant la fermeture, entre la vente de nos précédents locaux et la location de celui-ci, eh bien, on a été un peu orphelin et ça nous manquait beaucoup de ne pas avoir un lieu où tous les adhérents de Debout la France, quand ils viennent à Paris, eh bien, peuvent tout simplement se poser, discuter, construire, bâtir le projet. Notre mouvement politique a souvent été annoncé, comment dire, ou disons qu'on nous a souvent promis la mort, mais nous avons toujours ressuscité. Et c'est notre force. Et nous avons toujours surpris. Alors, quand on voit les belles enquêtes d'opinion qu'on a dans les sondages, quand on voit que, alors que la vie politique est si polarisée et qu'en général sont présents dans les médias que quelques personnalités, même si j'y suis de temps en temps, pas assez, et bien on s'aperçoit que notre force de frappe sur les réseaux sociaux, plus de 600 000 personnes sur Facebook, plus de 400 000 sur Twitter, plus de 100 000 sur YouTube, et je ne parle pas des millions de vues sur TikTok, sur Instagram, eh bien nous sommes bien présents et nous entendons le rester. Dans la perspective des élections européennes, ce QG, inauguré aujourd'hui, sera un atout parce que c'est là que nous pourrons bâtir et faire fonctionner notre campagne. Cette campagne, elle vient devant nous, c'est le 9 juin. C'est un défi colossal. Pourquoi ? Parce que, vous le savez tous, si l'on a créé Debout la France, il y a maintenant, j'ose plus dire, c'est en 2009, Debout la République, puis Debout la France, c'est parce que le référendum, et certains le rappelaient du Bureau national tout à l'heure, le référendum de 2005 a été bafoué. Les Français avaient voté non. Et le traité de Lisbonne, signé par Nicolas Sarkozy, mais ratifié aussi par les socialistes, a remis en cause le vote des Français. Et c'est ce jour-là qu'avec quelques-uns qui sont ici, nous avons claqué la porte de l'UMP. Et à l'époque, l'UMP était à 25% des voix. Et à l'époque, on nous a dit, mais il faut avaler vos convictions, vous devez courber la tête, il faut que vous soyez ministre, il faut que vous ayez des postes, vous êtes fous. Eh bien aujourd'hui, Debout la France, votre serviteur dans les sondages est au-dessus des leaders UMP,
et l'UMP ou les Républicains disparaissent, comme le Parti socialiste. En fait, les deux fossoyeurs de la souveraineté du pays, les deux qui ont bafoué le vote populaire des Français, le suffrage universel, en ratifiant par le Parlement un traité qui avait été refusé par le peuple, ont disparu en 15 ans de la vie politique française. Et cela veut dire qu'il y a des tendances longues, et que même si les Français ne réagissent pas tout de suite, les Français nous observent, les Français nous regardent, personnalités politiques, partis politiques, et ils reconnaissent ceux qui ont des convictions. On peut avoir des convictions différentes, mais les Français reconnaissent ceux qui ont des convictions. Et on a pris date, c'est vrai que ce fut difficile, on a pris date en 2009, on a même pris date en 2008, quand j'ai quitté l'UMP, ce fut long, mais aujourd'hui les faits nous donnent raison. Pas simplement les faits, les vrais faits, l'explosion de l'immigration, le prix de l'électricité, l'incapacité à défendre nos intérêts, l'absence de politique étrangère indépendante, etc., etc. Mais simplement les votes. C'est que les Français ont quitté ces partis qui avaient trahi leur vote. Alors, rien n'est gagné. Notre tâche est toujours difficile, bien évidemment, je ne vais pas vous dire que c'est facile. Mais nous sommes fiers, en tout cas avec vous tous, et avec nos milliers d'adhérents, d'avoir été droits dans nos convictions les plus profondes. Nous avons dit la vérité aux Français. Je remarque d'ailleurs que quand nous avons rompu, et quand j'ai voté par exemple contre le traité d'Amsterdam, dès que j'avais été élu député, nous étions très peu nombreux. Il y avait notre ancien Charles Pasqua, il y avait Philippe de Villiers, et puis personne. Et aujourd'hui, je remarque qu'Éric Ciotti et les autres veulent faire un référendum pour rétablir le droit national au-dessus du droit européen. Mais, si j'ai bonne mémoire, on m'avait viré du RPR, enfin des instances dirigeantes du RPR, parce que j'avais refusé que le droit européen l'emporte sur le droit national. Et donc cela veut dire que 15 ans après, c'est incroyable, 15 ans après, en fait, ou plus, 25 ans après, 98, 25 ans après, en fait, ceux qui ont signé les traités, qui ont remis en cause notre souveraineté, eh bien, reconnaissent qu'ils se sont trompés et demandent l'inverse. Ça veut dire qu'on nous donne raison, a posteriori. Alors, ce n'est pas qu'on soit fier d'avoir raison a posteriori, c'est qu'on a prévenu les Français, on a dit les choses, on l'a dit sur l'immigration, on l'a dit sur le contrôle des frontières, on l'a dit sur le prix de l'électricité, on l'a dit sur les délocalisations, on l'a dit sur les gaspillages, on l'a dit sur tous les sujets. Les faits nous donnent raison. Alors si les faits nous donnent raison, cela veut dire que nous devons préparer l'alternance. Cette alternance, elle passera bien sûr par la plus grande victoire possible aux élections européennes, de toutes les listes patriotes. À une époque, nous avions fondé le mouvement des amoureux de la France. Ce terme reste profondément actuel. Il y aura sans doute plusieurs listes, bien évidemment, puisque c'est un scrutin à un tour. Évitons quand même qu'il y en ait trop. Nous ferons tout pour qu'il y ait l'union des amoureux de la France. Mais nous n'oublierons pas nos convictions. Nous avons publié le 30 septembre nos 10 propositions pour retrouver l'indépendance de la France, la liberté des Français. Nous les avons envoyées à tous les mouvements politiques. Nous allons voir d'ici le mois de janvier qui répond et comment nous pouvons forger la liste la plus large possible pour la souveraineté du pays. Mais au-delà des élections européennes, qui ne changeront malheureusement pas grand-chose, si ce n'est d'envoyer des députés européens résistants à Strasbourg. Vous le voyez bien, l'enjeu principal, c'est la France, c'est l'élection présidentielle, c'est la capacité à préparer le projet le meilleur possible d'alternance, et ça nous l'avons. C'est la capacité, si possible, à faire que cette élection ait lieu le plus tôt possible et pas en 2027, parce que chaque mois que l'on perd, c'est autant de difficultés à redresser le pays ensuite. C'est pour ça que hier soir, j'étais encore à 23h à voter la motion de censure. Malheureusement, les forces politiques d'opposition ne sont pas capables de s'entendre. Et donc, le gouvernement Borne est sauvé par l'incapacité des oppositions à voter la censure. Et je le dis très clairement aussi, ce sont les Républicains, principalement, mais aussi le groupe Lyotte, qui à chaque fois font défaut et qui à chaque fois sont la roue de secours de ce gouvernement. Il faut que les Français sachent que
Madame Borne reste au pouvoir alors que son bilan est désastreux, sa méthode dangereuse, que le pays est à volo, parce que au Parlement, nous avons des oppositions fantoches. Fantoches. Les Républicains passent leur vie à dire on va voter la censure, mais on va choisir notre moment. Et le temps passe, le gouvernement fait du mal. Éric Ciotti vient de dire qu'il n'ira pas à Saint-Denis voir le président de la République dans cette farce de communication, des rencontres de Saint-Denis. Très bien, bravo. Mais Éric Ciotti attend quoi pour voter la censure? C'est ça la question. Premièrement, il faut mettre fin le plus vite possible à ce gouvernement dangereux. Il faut une dissolution pour qu'il y ait une grande coalition des amoureux de la France, la plus large possible, qui puisse élire une nouvelle majorité. Et ensuite, il faut que cette majorité contraigne Emmanuel Macron à finir son mandat le plus vite possible. Si cela n'est pas possible, malheureusement, on n'en prend pas le chemin, vu l'attitude des oppositions un peu puérile, eh bien, il faut bien préparer 2027. Et préparer 2027, ce n'est pas faire 48,5% en 2027 et faire réélire un mini Macron. L'enjeu de 2027, c'est de bien préparer un projet, c'est d'avoir une personnalité qui est capable de rassembler, et c'est ensuite d'avoir une coalition suffisamment large pour que tous les amoureux de la France se reconnaissent dans cette candidature et que tous les amoureux de la France puissent dire aux Français, voilà, on est capable de tourner la page de 30 ans d'errance, on est capable d'avoir un projet de redressement qui passe par le rétablissement de la souveraineté de la France et du peuple français, qui passe par la reconnaissance du travail, qui passe par la reconstruction de l'école et du système de santé, qui passe par un budget équilibré en chassant les gaspillages, qui passe par un nouvel aménagement du territoire. Les maires l'attendent et ils sont nombreux à vouloir une France bien équilibrée avec nos amis d'outre-mer et des Français de l'étranger, et puis qui passe aussi bien évidemment par une démocratie et une honnêteté renouvelée. C'est tout l'enjeu de la participation des Français, du fameux référendum d'initiative citoyenne. C'est l'enjeu de référendum parce que nous redresserons la France par une victoire présidentielle, par une large coalition qui donne une large majorité à l'Assemblée, et puis bien sûr par des référendums réguliers pour s'appuyer sur le peuple français qui a un bon sens incroyable et pour s'appuyer sur tous les atouts du pays. Voilà, j'ai été un peu long. Je veux remercier vous tous parce qui nous accompagnez. Debout la France, ce n'est pas Dupont-Aignan-Seul. Ce sont des milliers de militants, des dizaines d'élus locaux, des centaines, puisqu'on a eu 600 maires qui m'ont parrainé, des centaines d'élus locaux dans le pays, des gens sincères, droits, fidèles, comme disait le général de Gaulle. C'est une force d'espérance qui a confiance dans le pays, qui veut une France indépendante, avec une politique étrangère indépendante. On ne va pas reparler de l'Ukraine, on ne va pas reparler du terrible tragédie du Proche-Orient, mais vous le savez, notre position est limpide là-dessus. Une France qui rétablit l'autorité sur son sol. Bref, on sait ce qu'on veut. D'ailleurs, je suis convaincu que si on faisait 5 référendums, comme j'avais proposé en 2017, nous aurions 80% des Français derrière nos propositions. 80%. Et donc le grand paradoxe, et je finirai vraiment là-dessus, le grand paradoxe, c'est comment se fait-il qu'un pays où sur les principales mesures que demandent d'ailleurs des gens aussi différents que Marine Le Pen, que moi-même, que des républicains, que même des centristes, que même des républicains de gauche, comment se fait-il que sur ces réformes élémentaires qu'attendent 80% des Français, la vie politique du pays et la vie médiatique du pays nous entraînent dans un puissant fond de division, de rancune, de polémiques, de petites histoires dérisoires, alors que c'est l'avenir du pays qui est entre nos mains, et que les Français, qui font vivre le pays, malgré la classe politique pathétique qu'ils ont, que les Français portent le pays à bout de bras, nos chefs d'entreprise, nos maires, nos salariés, nos entrepreneurs. On a un pays extraordinaire, plein d'atouts, qui est si mal dirigé depuis 30 ans. Donc l'enjeu, c'est comment, et si vous avez la réponse, vous tous, on en parlera tout à l'heure autour d'un verre, comment on fait pour que cette majorité de Français de bon sens puisse enfin être représentée dignement à la présidence de la République, au Parlement, et puisse ainsi amorcer son sursaut et son redressement. Voilà,
C'est la question du jour. Je vous donne 10 minutes pour y répondre. Je vous remercie très vivement et nous allons inaugurer nos locaux.